Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un magazine qui fait sa rentrée après quelques semaines de pause et notre premier invité de l'année, c'est le commissaire Louis Lefranc. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à notre invitation en ce début d'année et c'est notamment l'occasion de faire le point sur la sécurité, sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, 8 mois après les violences insurrectionnelles du 13 mai. Alors aujourd'hui, monsieur le commissaire, est-ce que l'ordre public est rétabli? Est-ce qu'on peut dire que la situation est complètement sous contrôle? Bien, merci d'attaquer cet échange avec cette compétence régalienne qu'est la sécurité, puisqu'elle relève de l'État. L'ordre public est vraiment rétabli et la situation est totalement sous contrôle. Voilà, je le dis pour tous nos auditeurs. Ça n'était pas le cas, évidemment, il y a plusieurs mois de cela. Aujourd'hui, ça l'est, même si il y a encore des lieux que je qualifierais de résistance sporadique. Mais non, on maîtrise complètement la situation partout sur la totalité du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ces lieux de résistance sporadique, comme vous dites, c'est quoi? Quel secteur? Quel quartier? Est-ce qu'il y a encore des endroits où il y a quand même des inquiétudes, des tensions? Les quartiers, en fait, c'est toujours les mêmes. Les quartiers nord de Nouméa, que vous connaissez évidemment par cœur, que connaissent bien ceux qui y vivent, ceux qui connaissent bien cette ville, les quartiers de Magenta, de Tuban, de la vallée du Tyr, de Montravel, et puis sur la commune du Mont-d'Or de Saint-Louis. Ce sont des quartiers qui ne sont jamais d'un calme absolu et pour lesquels il faut une attention particulière, et dire une pression des effectifs de police et de gendarmerie, donc des patrouilles qui sont déployées à cet effet pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de résistance, comme je vous l'ai dit, et il y a cette forme de récurrence d'actes de délinquance qui sont le fait de ces quartiers. Je pense que ça impliquera de notre part de peut-être avoir une action plus coordonnée avec les parents, avec les responsables locaux, certainement beaucoup plus qu'on ne l'a fait, parce qu'il n'y a pas de raison particulière pour que dans ces quartiers en particulier, il y ait des actions que je qualifierais d'incivilité. Il n'y a pas de tir sur les forces de l'ordre, il n'y a pas de carjacking, en tous les cas à Saint-Louis il n'y en a plus, et des tirs non plus. Mais c'est pas normal. Donc voilà. Mais l'ordre est rétabli, y compris à Saint-Louis, y compris dans ces quartiers. On va revenir sur Saint-Louis, mais on avait parlé aussi, enfin pendant un moment, il y avait encore des tensions sur plusieurs communes de la côte Est. Là, ça semble un retour à la normale. Non, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Écoutez, ça me permet de faire la jonction avec la question ou les questions que vous allez me poser en matière d'effectifs. Parce que je sais que, alors je ne suis pas un abonné des réseaux sociaux, mais je sais que beaucoup de questions se posent sur le nombre de gendarmes et de policiers présents sur le territoire. Ben moi, je vais vous donner les chiffres, comme ça vous le saurez, et vous pourrez en conclure ce que vous voulez. Bon, tout d'abord, concernant la gendarmerie, les gendarmes qui sont dans les brigades de gendarmerie, il y en a 500 en Nouvelle-Calédonie. Ça n'a pas changé, ils sont toujours là. Et ils sont très motivés. Il y a aussi des escadrons de gendarmerie mobile qui peuvent être déployés tant en zone de compétence gendarmerie nationale que police nationale. Police nationale, la compétence, zone de compétence, c'est Nouméa, et tout le reste, c'est la zone de compétence gendarmerie nationale. Eh bien, il y en a 20, et un escadron, c'est 70 gendarmes, donc vous faites le calcul, ça fait 1400 gendarmes. C'est un effectif qui est important, qui est comparable à celui qui avait été déployé même supérieur pour les référendums, enfin, en tous les cas, qui est très supérieur à celui qui a été, dont je disposais le 13 mai dernier. Malheureusement, pas assez d'effectifs. Donc là, on en a 1400, 20 escadrons avec ça. On tient le choc. Allez, 48 à 72 heures sur le Grand Nouméa. Et si ça partait sous la forme d'émeutes comparables à celles qu'on a pu connaître et dont vous vous rappelez tous, eh bien, le renforcement, on l'aura dans les 72 heures. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, je lui en ai parlé, et je vous garantis que c'est comme ça que ça se passera, si tant est que ce que l'on a connu le 13 mai dernier devait se reproduire. Ensuite, il y a des gendarmes d'intervention spécialisés,
que je respecte profondément, hein, ce sont les gendarmes du GIGN. On en a 36. Là aussi, si la situation l'exige, eh bien, cet effectif pourra être immédiatement renforcé d'un coup d'avion et on passera à des effectifs très supérieurs si la situation, encore une fois, l'impose. Ensuite, il y a des renforts, police judiciaire. Je parle toujours des gendarmes. On en a une 50aine en renfort, qui sont des spécialistes, qui mènent les enquêtes judiciaires actuellement, qui sont importantes. Et quand on fait la somme du tout concernant la gendarmerie, ça fait 2000 gendarmes qui sont présents en Nouvelle-Calédonie, pour une population, je le rappelle, de 271 000 habitants. Donc c'est au moins 4 ou 5 fois plus que ce qu'il y a d'habitude dans les territoires les plus compliqués de la métropole. Je le dis simplement concernant les gendarmes. Mais il y a aussi la police nationale. Voilà, la police aussi, il y avait des renforts, il y avait les CRS, il y avait eu... Alors la police, effectivement, il y a eu des compagnies CRS. Il y a aussi un effectif qui est loin d'être négligeable, qui est à peu près comparable à celui des gendarmes dans les brigades territoriales. On a 550 policiers actifs sur Nouméa qui organisent des patrouilles. On a environ 20 patrouilles qui se déploient sur le terrain jour et nuit. Je ne vous ai pas parlé des patrouilles gendarmerie. On en a 180 sur le territoire global de la Nouvelle-Calédonie, dont les 3/4 sont sur le Grand Nouméa. Donc vous avez sur le Grand Nouméa, qui est la zone où les émeutes ont été les plus violentes, où les affrontements ont été les plus longs, les plus durs, et où il y a eu les destructions. On a environ, tous les jours, 200 patrouilles qui sont faites par ces escadrons de gendarmerie mobile, dont les 3/4 sont déployés dans le Grand Nouméa, et par les effectifs de police de la DTPN. C'est comme ça que ça se passe. Alors, là aussi, comme disent certains, rien n'est dû au hasard. Dans les quartiers dont je vous ai parlé, sachez, me l'a confirmé ce matin la directrice de la police nationale, il y a une cartographie de la délinquance qui est faite sur la ville de Nouméa. C'est-à-dire que quand il y a des points qui, ce que je vous ai dit, violences sporadiques, récurrentes, qui s'avèrent plus dures, par exemple la nuit dernière qu'ils ne l'étaient il y a 3 ou 4 nuits, alors les effectifs sont déployés en fonction de cette cartographie et ils mettent le paquet là où, justement, il y a eu des affrontements ou des destructions ou des incivilités. C'est une cartographie, un dispositif qui a été mis en place récemment, enfin qui a été décidé. Qui a été mis en place, j'allais dire, c'est un petit peu l'événement qui crée ce genre de situation. C'est une cartographie opérationnelle de la délinquance qui est mise en place par la police nationale, mais les gendarmes procèdent à l'identique. C'est pour permettre une meilleure adéquation des moyens qui sont déployés sur le terrain, des moyens de police et gendarmerie en fonction de ceux qui veulent commettre des incivilités ou des délits. C'est comme ça que ça se passe. Alors je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu, par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques jours, un vol à la portière sur Nouméa. Donc, tout de suite, les autorités de police de permanence ont été prévenues. La BAC est intervenue et la BAC a soldé l'affaire, c'est-à-dire a interpellé les auteurs de ce vol à la portière d'une pauvre dame qui n'avait rien demandé en 2 minutes. Ça, c'est la géographie de la délinquance opérationnelle. Mais ça peut être aussi quelque chose qui nécessite un peu d'enquête. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Ceux qui habitent Nouméa, qui ne sont pas très très éloignés du tribunal, verront tout de suite ce à quoi je fais allusion. Il y a eu des départs de feu, qui n'étaient certainement pas pour rassurer les magistrats du tribunal, mais donc il a fallu une petite enquête. On s'est servi aussi des caméras de la ville, donc merci Madame le maire pour vos caméras. Eh bien, l'auteur a été identifié et il a été interpellé en 48 heures. Vous voyez ? Donc ça, c'est ça la géographie opérationnelle. C'est l'adéquation des moyens avec la réalité de la délinquance dans tel ou tel secteur. Donc c'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça que la police nationale opère dans sa zone de compétence, Nouméa. Et c'est comme ça que procède aussi la gendarmerie nationale avec un effort particulier sur le Grand Nouméa. Alors je vais vous donner quelques chiffres parce que nos auditeurs nous écoutent. C'est bien tout ça, mais qu'est-ce que ça donne ? Alors, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les atteintes, les vols dans les habitations, les vols de véhicules, voilà. Depuis le 1er janvier, par rapport à l'année précédente, moins 30%. Voilà. Les cambriolages, moins 20%. Donc, vous voyez que ça porte ses fruits. Les vols de véhicules, moins 35%. Je me souviens, il y a 2 ans, j'entendais parler des vols de véhicules par un certain nombre de jeunes individus venant de la côte Est qui avaient pour effet d'irriter ceux qui en étaient propriétaires sur le Grand Nouméa, eh bien, moins 35%, vous voyez, un tiers de moins.
des agressions volontaires contre l'intégrité physique des personnes, des vols à l'arraché et autres. Eh bien, là aussi, moins 20%. Les taux d'élucidation sont en cohérence avec ce que je viens de vous donner, notamment sur les stupes. Il y a beaucoup de trafic de stupes ici sur le Grand Nouméa et sur la ville de Nouméa. Ce n'est pas que des produits dérivés, hein. Il y en a, ceux qui ont les moyens de les acheter, bien évidemment. Mais je pense à ceux qui se droguent avec du cannabis. Ici, on a des éleveurs, on a des plantations de cannabis. Des cannabiculteurs, on les appelle. Bah ouais, mais vous connaissez tout ça par cœur, Elisabeth. Il y en a sur la côte Est, il y en a en province Nord. Et ils convergent vers l'agglomération de Nouméa, là où il y a les acheteurs, là où il y a une concentration de la population. Eh bien, il y a un effort particulier qui est fait par la police nationale et la gendarmerie nationale pour lutter contre ces trafics de stupes. Donc paradoxalement, après les émeutes, les violences insurrectionnelles inédites, on l'a dit, qu'a connu la Nouvelle-Calédonie, il y a une amélioration globale de l'ordre public grâce aux renforts qui sont sur place. C'est un peu ce que vous, vous êtes oui, en train de nous dire. Certainement. Vous imaginez 200 patrouilles jour et nuit sur le territoire calédonien, mais dont les 3/4 sont sur le Grand Nouméa. Forcément, ça porte ses fruits. Vous savez, les gendarmes mobiles passent pas leur journée dans les hôtels, même si les hôteliers sont plutôt satisfaits de voir ces gendarmes mobiles chez eux. Ils sont là pour travailler. Hein. Et si la situation devait de nouveau se tendre, eh bien, on mettra en place les bonnes vieilles méthodes sur le plan tactique opérationnel d'emploi des forces mobiles contre les émeutiers, comme on l'a fait. Et on ira cette fois beaucoup plus vite. Et pour ce qui me concerne, je demanderai à ce que les forces d'intervention spécialisées de la gendarmerie nationale soient beaucoup plus systématiquement engagées pour éviter que les gendarmes mobiles soient victimes des tirs des émeutiers. Alors vous dites que vous êtes assuré d'avoir des renforts en cas de besoin, qu'il y a déjà des forces de l'ordre en nombre important en Calédonie. Vous êtes assuré d'avoir des renforts en cas de besoin. Ça veut dire malgré tout que la situation reste fragile, qu'il y a des inquiétudes pour les semaines ou les mois qui viennent. C'est une mesure de précaution? Plus que ça, c'est une mesure de vigilance. Ce n'est pas de la précaution. La précaution, c'était il y a 1 an. Là, c'est de la vigilance. Ce qui s'est passé le 13 mai, les semaines et les mois qui ont suivi, on en a tous tiré des enseignements. C'est-à-dire de notre côté, du côté de l'État, des forces de sécurité intérieure, du côté du haut-commissaire et de ses collaborateurs et collaboratrices. Nous, on est dans une situation, là, aujourd'hui, où on est prêt à réagir à tout moment, à engager les escadrons de gendarmerie mobile à tout moment, là où il le faut et quand il le faut. Si j'ai demandé à ce que ces 20 escadrons nous soient maintenus et avoir des renforcements, si tant est que ce soit nécessaire, au cas où, malheureusement, ça pourrait se reproduire, eh bien, j'aurai ces renforcements. Donc, c'est une posture de vigilance, mais de vigilance active. Si je vous parle de Bergson, ça vous dit quelque chose? Bon, vous ne connaissez pas. Il disait quelque chose d'intéressant. Il disait « avant le verbe était l'action ». Voilà. Vous parliez du philosophe. Donc moi, je suis dans l'action. J'étais dans les je suis dans l'action. Et les gendarmes et les policiers sont dans l'action. Ça veut dire que vous êtes plus entendu aujourd'hui que vous avez pu l'être. Aujourd'hui, l'État, au niveau national, le ministre de l'Intérieur ont peut-être conscience de la gravité de la situation et de la manière dont il faut être vigilant sur la Nouvelle-Calédonie? Alors écoutez, le 24 septembre dernier, il y avait 41 unités de force mobile, 38 escadrons, 3 compagnies CRS. Vous vous rendez compte? C'est le tiers de la force d'intervention de la gendarmerie nationale et les 3 unités CRS venaient de la ville de Paris. Bon, c'est exceptionnel, c'est absolument incroyable, c'est énorme. Donc la prise en compte, elle est faite. Maintenant, comme pour répondre à votre question précédente, c'est pas de la prudence, je vous dis, c'est de la vigilance. Ça peut très vite basculer. Il suffit de pas grand-chose. Et ça va très vite. Mais nous, on ira beaucoup plus vite. On parle de risque, notamment de risque de tension pour la rentrée scolaire. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, des inquiétudes éventuellement, ou ça fait partie des rumeurs qui peuvent circuler aussi, hein? Ouais, mais bon, vous savez, les rumeurs, hein. Évidemment, on tient compte de tout cela. Je reçois tous ces renseignements. Je rappelle simplement que les manifestations, les rassemblements sont interdits. Voilà. S'il y avait un mouvement de cette nature, dirigé contre une institution, je vous laisse deviner laquelle, moi je réagirais. Parce que je peux réagir. Et ce sera immédiat. Et il y aura des interpellations.
Alors toujours en matière d'ordre public, l'une des évolutions, des grandes évolutions peut-être des dernières semaines, c'est l'assouplissement du verrou de Saint-Louis. Il est désormais ouvert de 5 heures à 22 heures. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Et est-ce que vous pensez que prochainement ou qu'un jour la RT1 sera ouverte, la RP1 pardon, sera ouverte complètement? Alors, 5 heures, 22 heures, effectivement, c'est un assouplissement. Je pense que c'était un assouplissement qui était nécessaire parce que vous savez, la fréquentation sur cette route provinciale, qui est unique, hein, il n'y en a pas d'autre, qui permet aux gens qui sont au sud de la commune du Mont-d'Or de se rendre dans le nord ou de se rendre dans l'usine PRNC. Ça concerne plus d'une dizaine de milliers de personnes, donc c'est considérable. Ils ont des attentes. Et la fréquentation journalière sur cette route provinciale, c'est à peu près 8 à 9 000 véhicules jour. Avant le 13 mai, c'était 14-15 000 véhicules. Donc vous voyez, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui appréhendent de prendre cette route pour traverser cette fameuse tribu de Saint-Louis. Bon, le Wharf au Vallon d'Or, près duquel s'agglutinait les files d'attente de toutes ces habitants de Mont-d'Or Sud pour aller travailler, pour faire leurs courses, pour des soins médicaux et autres. Heureusement, on n'en est plus là. Il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Il n'y en a vraiment plus beaucoup, quoi. Le Wharf est quasiment désarmé. Donc, il y a un retour de la confiance. Et donc, ce retour de la confiance implique de notre part de maintenir sur la route provinciale, sur ce segment de 4 à 5 km, une présence policière constante, avec des véhicules blindés, avec des gendarmes. Hein, il y a 4,5 escadrons de gendarmerie mobile, donc vous voyez, ça fait en gros 300 gendarmes qui sont présents jour et nuit pour assurer la sécurité. Ils font des patrouilles, ils sont prêts à interpeller ceux qui font des caillassages. Aujourd'hui, il y a encore quelques caillassages. Hein, la vérité, c'est ça. Mais ce n'est pas des caillassages sur les automobilistes, ce sont des caillassages sur les véhicules escortés. Alors, ça peut être des véhicules des sapeurs-pompiers ou des véhicules de gendarmerie. Ben, à chaque fois que ça se passe, eh bien, il y a une réaction immédiate qui est faite avec les unités qui sont chargées d'intervenir sur le terrain, d'interpeller ceux qui sont l'auteur de ces caillassages, et c'est ce qui se passe. Donc, on assouplit, mais moi, je suis très à l'écoute de tous ces habitants de Mont-d'Or Sud, et pas uniquement ceux de Mont-d'Or Sud, tous ceux qui peuvent prendre cette route, qui sont inquiets. Quand ils prennent cette route, ils n'ont pas envie d'être caillassés, ils n'ont pas envie de voir non plus leur véhicule avoir des pneus crevés, par exemple. Eh bien, on fait appel à une entreprise qui, la nuit, nettoie la route. Ça prend 1 à 2 heures. Ça coûte, je le dis pour nos auditeurs, environ 2 millions de francs pacifiques par semaine. Bon, voilà, hein, c'est pas gratuit tout ça. Et si on ne le fait pas, eh bien, on crée de l'insécurité pour les automobilistes. Donc, on réduit petit à petit ces plages horaires. Et l'objectif, pour répondre à votre question initiale, c'est de réouvrir cette route complètement et de le faire avant la rentrée scolaire, parce que là, l'activité de circulation routière va s'intensifier sur cette route provinciale. Question pas facile, mais vous le savez que les Calédoniens vous la posent tous et vous l'adressent forcément. Le problème de la tribu de Saint-Louis, ça fait 40 ans que ça dure. Il y a des moments paroxystiques comme ces derniers mois, mais quand est-ce que le problème, est-ce qu'il y a un moyen de régler ce problème une bonne fois pour toutes? Vous le dites, il y a des conséquences terribles pour les automobilistes, pour toute la population du sud du Mont-d'Or et de Yaté. Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de problème à Saint-Louis? Je voudrais pouvoir vous répondre oui, Elisabeth. Je voudrais pouvoir le faire. Vous savez, en ce moment, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, ainsi que pour les auditeurs qui m'écoutent, il y a 45 individus qui sont incarcérés au camp Est, la prison de Nouméa. 45, qui viennent de cette seule tribu. Et depuis le 13 mai, hein, il y a eu des interpellations en nombre. Il y en a eu une centaine d'interpellations, rien que pour les individus les plus virulents de cette tribu. Une centaine. Et 45 de ceux qui ont été interpellés sont aujourd'hui incarcérés. Ça vous donne une idée de la situation de cette tribu, du comportement de ceux qui en font partie. Quand on dit jeunes, enfin jeunes et moins jeunes, hein, ils n'ont pas tous 14 ans. Hein. Il y en a qui sont bien plus âgés que ça. Mais il y a un travail qui est fait. Je ne vais pas non plus jeter totalement la pierre aux autorités coutumières locales. Il y a un travail quotidien qui est fait par la direction de mon cabinet, par le général commandant la gendarmerie, parce qu'il mouille la chemise pour rencontrer ces autorités coutumières de manière régulière.
Il y en a qui coopèrent, il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, il faut toujours garder le versant positif de l'Everest. Merci à ceux qui coopèrent et qui font en sorte que la situation se rétablisse progressivement dans cette tribu. Parce que moi, je reste une fermeté constante. Je suis très déterminé. Et si jamais ça devait repartir dans le mauvais sens, je ferai intervenir, je l'ai déjà dit, les forces d'intervention spécialisées de la gendarmerie nationale. S'il le faut. S'il le faut. Vous savez, il y a quelques jours de cela, un des individus impliqués dans l'affaire de l'assassinat du jeune gendarme Molinari, en deuxième quinzaine de mai, a été interpellé. Les gendarmes qui ont procédé à cette interpellation étaient ceux du GIGN. Ils se sont repliés avec un véhicule de l'avant blindé. Donc pour les anciens militaires qui m'écoutent ou les militaires qui m'écoutent, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Un véhicule protégé, blindé. Il y a eu 3 tirs qui ont été effectués contre ce véhicule. Moi, je dis à ceux qui l'ont fait, on va les interpeller et qu'ils ne s'avisent pas de recommencer. Je les mets en garde. Je les mets en garde. Moi, je n'ai pas pour habitude, quand je dis quelque chose, ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, les forces d'intervention de la gendarmerie nationale interviendront autant de fois que nécessaire. Je n'exposerai pas les gendarmes mobiles à Saint-Louis. C'est trop facile. Ceux-là sont des pros. Ils interviendront comme ils l'ont fait. Il y a eu malheureusement des décès, des tirs ripostes. Il y a eu des redditions. C'est bien qu'il y ait eu une quinzaine de redditions. Mais moi, je ne faiblirai pas là-dessus. Et donc, j'aimerais bien, effectivement, comme vous le dites, que la situation soit enfin rétablie à Saint-Louis. Mais vous vous rendez compte, 45 jeunes et moins jeunes de cette tribu sont actuellement incarcérés. Il y a un problème. Il y a un problème de fond. Je sais qu'il y a une trentaine de clans qui sont représentés dans cette tribu. Moi, j'en appelle à tous les chefs de clan de cette tribu qui nous aident, comme le font certains, qui le font plutôt bien. Vous voyez, je ne jette pas la pierre à tous ceux qui s'y trouvent, au contraire. Moi, je tends la main à ces autorités coutumières pour qu'ils nous aident à faire comprendre à leurs jeunes que la seule issue vertueuse de tout cela, c'est que leurs jeunes arrêtent de caillasser. Pour certains, arrêtent. Ils ont arrêté depuis début octobre. Et pour cause, parce que ceux qui les faisaient, ces carjackings, ne le font plus, mais ce sont des voies sans issue. La bonne voie, c'est la voie du travail. Voilà. Y en a qui y arrivent, il n'y a pas de raison. La tribu de Saint-Louis, on n'y arrive pas. En dehors de Saint-Louis, vous le disiez, l'ordre public maintenant est pratiquement rétabli. Vous avez levé le 2 décembre le couvre-feu sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas eu de débordement, vous ne regrettez pas. Il y a eu juste pour le Nouvel An, vous avez remis un petit couvre-feu, mais la situation aujourd'hui justifie plus ces mesures d'exception. Oui, non, on n'est pas. Il n'y avait plus de raison vraiment de maintenir ce couvre-feu. Et puis il y a aussi l'effet contre-productif du couvre-feu, parce que ça pouvait donner l'impression à celles et à ceux qui voudraient, je l'espère, de nouveau investir dans ce territoire ou qui voudraient y acheminer des touristes et autres, qui sont dans des logiques de développement, d'avoir une autre image que celle d'un territoire placé sous le couvre-feu. Donc il fallait réunir les conditions pour pouvoir le lever. Donc c'est fait, nous y sommes. Pour autant, j'ai maintenu un certain nombre de mesures administratives, des contraintes qui concernent la restriction de l'achat d'alcool fort, qui concernent l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, parce que l'alcoolisme est un fléau en Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez tous, qui concerne également l'achat de munitions, d'armes, je vais limiter le nombre à 50, et puis l'interdiction de manifestations. Ça, c'est pas de la précaution, c'est de la vigilance et de rassemblement sur la voie publique dans le Grand Nouméa. Donc vous voyez, ça je le maintiens, parce que je pense que c'est impératif de le maintenir. C'est aussi un souhait des maires du Grand Nouméa, mais pas seulement, des maires calédoniens, quels qu'ils soient, quelles que soient les communes. J'ai une demande pour que tout cela soit maintenu. Donc je le maintiens, le couvre-feu est levé, c'est par équilibre. Donc le couvre-feu, il n'y a plus de raison de le maintenir, et le reste, il faut le maintenir, parce que c'est indispensable à l'ordre public sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc on sent bien, et c'est le terme que vous employez, il y a encore une vigilance. On avait parlé il y a quelques mois de 10 000, voire 10 à 12 000 insurgés au plus fort des exactions. Aujourd'hui,
que sont devenus, ils ne sont pas tous interpellés, ils ne sont pas tous au camp Est. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'on peut craindre une résurgence des violences terribles qu'on a connues l'an dernier? Ils sont toujours là, pas vous mentir. Les 10 à 12 000 émeutiers qui se sont déployés sur le Grand Nouméa sont toujours là. Bon, quelques-uns ont été interpellés, incarcérés. Je vais donner quelques chiffres. Il y a eu 4000 interpellations qui ont été effectuées. Vous vous rendez compte? 4000. Des gardes à vue, placements en garde à vue. Plus de 3000 placements en garde à vue. Bon, ce sont les chiffres du parquet que l'autorité judiciaire a bien voulu me communiquer. 150 peines d'emprisonnement ferme. Bon, on ne peut pas dire que la justice fait preuve de laxisme. Ils ont fait leur travail. Et puis il y a aussi des transferts pour éviter justement l'engorgement qui est celui du camp Est. Il y a eu 76 détenus qui ont été transférés dans des prisons métropolitaines. Donc il y a ces émeutiers dont vous parlez, 10 à 12 000, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais derrière, il y a des commanditaires. Il y a les commanditaires, je qualifierais de deux catégories. Il y a les commanditaires opérationnels, ceux qui ont habilement orienté ces émeutiers dans les quartiers où malheureusement la population qui a été victime est essentiellement une population mélanésienne, qui n'a plus de magasins, qui ont perdu pour certains leur outil de travail, dont les entreprises ont été détruites, qui n'ont plus de centre de dialyse, qui n'ont plus de bâtiments d'infrastructures publiques, municipaux. Eh bien, ils sont toujours là. Alors j'espère que tout le travail à la fois de la police, de la gendarmerie et de la justice va leur permettre un retour à la raison, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, virgule, mais nous aussi. D'accord? Nous, on est là. Et s'ils ont bien entendu ce que je vous ai dit, si jamais ça devait se détériorer, la situation actuelle, où le calme est rétabli, l'ordre est rétabli, eh bien, ces forces qui font aujourd'hui des patrouilles entreront dans une logique de maintien de l'ordre, et les renforcements, je les demanderai immédiatement, et ces renforcements feront que le volume de force, d'intervention, de sécurité intérieure, de la police et de la gendarmerie nationale sera comparable à ce qui a été déployé le 24 septembre dernier. J'ai demandé aussi au ministre de l'Intérieur à ce que des forces militaires de sécurité civile viennent en appui. Pourquoi? Ce n'est pas que les forces, les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels des 4 communes du Grand Nouméa ne seraient pas assez efficaces. Simplement, quand un feu démarre, il faut pouvoir l'éteindre. Ce n'est pas le boulot des gendarmes, ce n'est pas le boulot des policiers, c'est un travail commun. Il faut une mise en confiance des pompiers. Et quand ça se déclenche en de nombreux endroits, la force militaire de sécurité civile est indispensable. Ils en ont fait la démonstration pour démanteler les barrages, parce que des barrages ont été démantelés, je le rappelle pour tous nos auditeurs, sous des tirs d'émeutiers. On disloquait les barrages qui avaient été constitués avec des carcasses de voitures et on leur tirait dessus, sur les pompiers, sur les gendarmes, qui ne s'avisent pas de recommencer. Moi, je vais faire appel au GIGN. Il y aura du tir riposte, si jamais on devait retrouver une situation analogue. Je suis très ferme là-dessus, très très ferme. Et donc les forces militaires de sécurité civile viendront utilement compléter, si la situation devait de nouveau se tendre, l'action de la gendarmerie nationale, dans les forces mobiles ou les CRS, en appui des forces locales, des brigades de gendarmerie ou des forces de police de la DTPN. Vous évoquiez l'actualité, l'activité judiciaire, elle a été très dense évidemment pendant tous ces derniers mois. Je ne vais pas vous demander de commenter une décision de justice, mais les procédures en cours, le dépaysement qu'on a pris cette semaine de l'instruction des émeutes à Paris, sont plutôt des éléments d'apaisement, ou est-ce que cette activité judiciaire risque de susciter de nouvelles tensions, de nouvelles protestations, de nouvelles actions? Oui, je sais que ça a été abondamment commenté, cette décision de dépaysement. Écoutez, on est dans un pays où la séparation des pouvoirs. La justice est indépendante. Il y a une décision qui a été prise.
au plus haut niveau, à la Cour de cassation. Écoutez, on verra. Moi, je ne vais pas vous dire autre chose. Les magistrats qui aujourd'hui s'en occupaient à la Cour d'appel, instruisaient ces dossiers à la Cour d'appel de Nouméa, ce sont des magistrats parisiens, on verra. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, parce que d'abord, je n'ai pas à le faire, et puis ensuite, par construction, je fais confiance. Vous parliez de commanditaires, et il y a aussi beaucoup de bruit, beaucoup de réactions, beaucoup de déclarations autour de l'ingérence étrangère en Nouvelle-Calédonie. Et la semaine dernière, notamment, s'est tenu à Nouméa le fameux congrès constitutif du Front international de décolonisation, inspiré très directement par le groupe initiative de Bakou. Est-ce que l'État a été informé? Apparemment, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a l'air de dire qu'on a empêché les responsables du groupe de Bakou de venir en Nouvelle-Calédonie. Et est-ce qu'il y a moyen de lutter efficacement, enfin, d'éviter que des organisations de ce type interviennent sur un territoire de la République? Alors, mes autorités politiques nationales ont bien évidemment été informées de tout cela, n'ont pas été surpris. On a aussi des services de renseignement qui sont là pour faire en sorte que ce type d'information soit transmis à ceux qui sont nos autorités politiques nationales. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu ces réactions ministérielles, donc du ministre des Outre-mer, du ministre d'Europe et des Affaires étrangères. Donc ils ont réagi. Ils ont interdit aussi aux représentations des autorités d'Azerbaïdjan, azéri, de venir ici en Nouvelle-Calédonie. Donc pour nous, tout ça a été parfaitement clair. Moi, je dirais que ceux qui organisent ce type de mouvement se discréditent. Ils se discréditent pourquoi? Parce qu'ils tendent la main à une dictature. Voilà. C'est tout. Nous, c'est la patrie des droits de l'homme. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir une opinion, individuellement, collectivement. Faire venir, tendre le bras à une dictature, ça interroge. C'est le moins qu'on puisse dire. Un jugement plus éthique et moral, donc, que sécuritaire. On va bientôt devoir conclure cet entretien. Monsieur le commissaire, l'année 2025 sera dense. On a parlé essentiellement ordre public, mais il va y avoir une situation économique particulièrement tendue, des discussions sur l'avenir institutionnel qui doivent s'ouvrir dans quelques jours à Paris, des élections provinciales, a priori, avant la fin de l'année. Est-ce que vous comprenez que les Calédoniens soient inquiets face à toutes ces incertitudes, ou est-ce que vous pensez que malgré tout, les choses vont reprendre et qu'il y a des raisons d'être confiants aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Après ce qui s'est passé le 13 mai, je comprends qu'ils soient tous inquiets. Au contraire, ce serait surprenant. C'est normal qu'ils soient inquiets. Ce qui s'est passé a été terrible, a été unique dans l'histoire de Nouvelle-Calédonie, qui est autant de casse dans l'agglomération de Nouméa à l'occasion d'un soulèvement insurrectionnel. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Je rappelle que parmi les gendarmes et les blessés, 800 gendarmes et policiers ont été blessés. C'est considérable. Donc comment ne pas être inquiet? Comment ne pas être inquiet devant l'ampleur de ce mouvement insurrectionnel? Je comprends. On a dénombré le nombre de barrages dits voisins vigilants. Il y en avait à peu près 140 dans le Grand Nouméa. Donc ça traduit bien l'inquiétude. Comment voulez-vous que plusieurs mois après, les gens ne soient pas inquiets? Surtout quand il y a des déclarations qui sont faites, notamment à l'occasion de ce dernier congrès de FNKS à Saint-Louis. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Des déclarations qui ne sont pas allées dans le sens de l'apaisement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc comment voulez-vous que les Calédoniens ne soient pas inquiets, quelles que soient leurs origines? Et dans des quartiers de Nouméa où la population première qui a été victime n'est pas une population européenne, mais une population mélanésienne. Je comprends qu'ils soient inquiets. Mais moi, je vous le dis, je suis là pour, pas seulement pour assurer, mais pour dire avec toute la transparence et la franchise qui est la mienne, que moi, je ne baisse pas la garde, que l'autorité judiciaire non plus. Nous sommes fermes, nous sommes constants dans la fermeté, c'est notre ligne de conduite, et c'est la ligne de conduite des autorités de police et de gendarmerie et de la justice.
Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur le commissaire, Je vous en prie, d'avoir accepté Isabelle. notre invitation pour ce premier magazine Transparence de l'année. Un magazine qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Et dans un instant, il sera disponible en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.